Bonjour, nous sommes mardi 23 mars, c'est le cours numéro 17. Alors nous avons dans les analyses du chômage eu un grand tas de ce paragraphe 2 sur le chômage dit néoclassique, un chômage dû à un excès du salaire réel par rapport à ce qui serait souhaitable sur le marché du travail, un chômage par insuffisance de rentabilité des entreprises. Puis dans le grand B, nous avons vu un chômage keynésien, plus conjoncturel, dû à une insuffisance de la demande effective. Et ensuite, dans le grand C, face à la présentation qui nous sommet de choisir entre un chômage intégralement néoclassique ou bien un chômage intégralement keynésien, des tentatives dans les années 70 et 80 pour essayer de synthétiser les notions de chômage, de rendre compte peut-être de la pluralité des causes du chômage et de son caractère multidimensionnel. Alors, aujourd'hui, dans cette séquence, nous continuons à regarder quelques grands courants d'analyse pour montrer comment la façon de penser économiquement peut influencer les phénomènes et les décisions qui sont prises. C'était ça, dans le fond, le vrai sujet. Le chômage n'est que le prétexte support. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans ce grand D, la séance va être entièrement consacrée, que dans les années 80, début des années 80, fin des années 70, nous allons avoir un autre renouveau de la nouvelle économie keynésienne après celle du déséquilibre. Et ce sont des analyses qui en fait se centrent sur la notion d'asymétrie. Et donc nous allons en décliner trois sortes. Donc c'est ce courant qu'on appelle la nouvelle économie keynésienne qui travaille, qui réfléchit autour de ce concept et en particulier donc pour analyser le chômage. Donc ce que l'on peut dire, c'est que face à un renouveau quand même de la pensée néoclassique avec le début de la crise des années 70, les thérapeutiques keynésiennes déçoivent, et donc les keynésiens vont être un petit peu renvoyés à leurs études. Ce sont les auteurs plutôt néoclassiques ou d'inspiration néoclassique au sens large qui ont l'oreille du pouvoir, qui sont dans ce qu'on appelle le brain trust, le cercle de conseillers économiques pour nous des présidents élus ou des premiers ministres. Et les keynésiens donc réfléchissent, travaillent pour renouveler un petit peu leur analyse. Et donc on va avoir un certain nombre d'auteurs comme Akerlof, Spence, Mankiw, M-A-N-K-I-W, Stiglitz, peut-être un des plus connus, Blanchard, un Français qui est professeur au MIT, qui écrit, outre les revues spécialisées, vous avez peut-être vu des articles dans des journaux, où il essaie avec rigueur de faire de la vulgarisation, de la réflexion sur l'analyse économique. Donc, des gens qu'on va nommer, faute de mieux, des nouveaux keynésiens. Et donc, ce sont des gens qui conservent le noyau dur des conclusions keynésiennes, avec une économie donc généralement en sous-emploi, le plein emploi étant l'exception, et une économie, pour eux, les marchés sont incapables de s'autoréguler, en particulier à cause de prix plutôt rigides et qui font que les ajustements se déroulent plutôt via les quantités sans pour autant que l'équilibre soit atteint. Et donc pas d'optimum, et donc c'est en particulier le cas du marché du travail, et à partir des années 80, le chômage est le grand déséquilibre économique majeur, et un chômage donc essentiellement involontaire dans la tradition keynésienne, et où cette situation appelle une attitude active des pouvoirs publics. Alors ces théoriciens apparaissent malgré tout nouveaux par les hypothèses qu'ils retiennent. S'ils sont keynésiens dans l'âme, ils essaient de moderniser. Alors nous avions vu déjà la théorie du déséquilibre qui essaie de relire Keynes en essayant de donner des fondements microéconomiques à la macroéconomie keynésienne. Et les auteurs de la nouvelle économie keynésienne continuent dans cette veine et ils vont se centrer en particulier sur la rigidité des prix qu'ils vont essayer d'expliquer, la non-flexibilité des prix,
et du travail en particulier, hein, vu notre thème. Donc pour eux, les prix ne sont pas tout le temps rigides, comme dans les versions un peu vulgaires de la pensée keynésienne, trop simplificatrice. Ils distinguent les prix qui, à court terme, pour eux, sont relativement rigides, hein, et par contre des prix qui, à long terme, peuvent être flexibles. Et donc, cette double situation des prix, suivant l'horizon temporel, est souvent désignée sous le vocabulaire de prix visqueux, hein, en anglais sticky prices, hein, les prix visqueux, c'est-à-dire un petit peu comme un liquide qui serait très très épais, vous voyez, par exemple un miel un peu liquide, hein, pas trop cristallisé, et donc vous en prenez une cuillère et vous levez cette cuillère et puis vous attendez que le miel coule. Alors bon, s'il est hyper liquide, on est d'accord, hein, ça va être vite réglé, mais voilà, c'est pas dit tout de suite selon la fluidité. Il se peut qu'il reste assez accroché à la cuillère et puis qu'au bout d'un moment, pom, ça tombe, vous voyez. Ou c'est l'image aussi, on prend de l'escargot et de la limace que vous observez, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Vous allez répondre au téléphone, vous faire un café rapidement et vous revenez, et en fait vous avez l'impression que l'escargot des fois a disparu, et en fait voilà, parce qu'à court terme il paraît immobile, mais avec du temps, même lentement, il y a du mouvement, hein, voilà, d'où cette expression de prix visqueux, prix plutôt rigide à court terme et plutôt flexible à long terme. Alors, dans ce contexte-là, nous allons avoir trois types d'asymétrie qui vont être travaillés par différents auteurs de cette nouvelle économie keynésienne, et ces asymétries devraient nous aider à mieux comprendre certains aspects du chômage. Enfin, tel est le but. Alors, c'est tout d'abord la première asymétrie qu'on va trouver dans la théorie des contrats implicites d'Azariadis en 1975. Alors, ici, l'asymétrie, c'est une asymétrie dans l'acceptation du risque. Alors ici, des risques liés aux aléas conjoncturels, au phénomène qu'il y a une récession. Donc la théorie des contrats implicites centrée sur une asymétrie dans l'acceptation du risque. Alors, on va tout d'abord voir la notion générale, hein, le problème du risque, et Azariadis nous dit souvent on voit que ce problème tente d'être réglé par des contrats plus ou moins explicites, plus ou moins implicites, et ce sont ces derniers qui vont nous intéresser. Et dans le petit b, on appliquera ces éléments qu'on aura vus de façon un peu générale à la situation du marché du travail au chômage. Oui. Alors, pour les auteurs néoclassiques, l'univers, si vous voulez, l'horizon n'est pas marqué par l'incertitude, ça c'est le monde de Keynes, et alors que cet environnement quand même futur est incertain, donc il y a un petit paradoxe. Alors les néoclassiques qui raisonnent en équilibre général concurrentiel, walrasien comme on avait appelé, ils résolvent ce problème à travers ce qu'ils appellent l'hypothèse de marché complet. C'est-à-dire que pour eux, ils disent qu'il y a autant de marchés, et donc de prix, hein, d'équilibre sur ces marchés, il y a autant de marchés que d'états présents et futurs possibles pour un bien échangé. Voyez, donc, je ne sais pas, n'importe quel produit, je sais pas, un paquet de biscuits, un vêtement ici ou un vêtement ou le même vêtement là-bas, eh bien ça fait deux marchés. Alors si vous déclinez le là-bas, ça fait plusieurs marchés. Et ça c'est pour l'espace. Et dans le temps, se produit aujourd'hui et se produit demain. Et là, ça fait deux marchés. Alors si vous multipliez demain sur différents horizons temporels, ça vous fait autant de marchés que de situations temporelles. Et donc l'idée de complétude des marchés, qui est basée sur le mot complet, hein, c'est-à-dire qu'ils disent, eh bien, il y a autant de marchés et donc de prix équilibrant ces marchés que d'états de la nature, et ensuite ils nous disent que l'équilibre général, tous ces marchés sont interdépendants, et dès l'instant qu'il y a un prix sur chaque marché, il ne va pas y avoir d'incertitude, les choses vont être assez vite réglées de façon optimale
voilà, une vision un peu heureuse des choses. Alors, Azariadis, par rapport à ces questions, lui prend à bras le corps la situation d'incertitude et il nous dit que les agents passent entre eux des contrats pour essayer de gérer ces situations de risque et d'incertitude et que les individus ont une sensibilité différente face au risque. Alors, l'idée, c'est que qui est assez partagé en général, c'est de supposer que tous les agents ont une aversion pour le risque. On dit aussi que les agents sont averses au risque. Donc tous les agents ont une aversion au risque, simplement certains plus que d'autres. Voilà. Même si vous allez sur un concurrent du Vendée Globe, pour prendre un exemple assez récent de situation d'exposition au risque, eh bien, tous les concurrents sont averses au risque. Simplement, voilà, ils espèrent rentrer entiers, ils ont des liaisons satellites, des balises, ils sont en liaison avec des centres de secours, ils peuvent, en dernier ressort, s'ils tombent à l'eau, avec leurs équipements, déclencher une balise de secours. Voilà, donc, simplement, s'ils sont eux averses au risque, ils le sont beaucoup moins que moi ou que nombre de personnes. Et donc voilà, donc l'idée c'est que personne ne se jette pas à l'eau pour mourir, voilà. Donc ils se méfient ils sont averses au risque, ils essaient ils s'en méfient, mais ils sont donc moins averses que d'autres personnes. Voilà, donc c'est l'idée. Tout le monde est averse au risque, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. Donc à partir de là, certains agents qui sont plutôt assez averses au risque vont chercher à se couvrir au maximum contre les risques et donc à s'assurer. C'est le thème de l'assurance ici. Et les agents, au contraire, les moins averses au risque, eux, ils cherchent à gagner dans la situation, avoir le gain le plus grand possible, et donc ils vont prendre plus de risques et ils vont les assumer. Voilà. Donc, on a l'idée ici d'une asymétrie dans l'acceptation du risque, on dit aussi dans l'assomption du risque, dans le fait de l'assumer plus ou moins. Alors, à partir de là, cette asymétrie dans l'assomption du risque, eh bien, elle est à la base des Azariadis de contrats passés entre deux types d'agents, les plus averses et les moins averses. Et si on partage l'univers en deux, puis ensuite il suffit de nuancer à 3, 4, 5, etc. Alors Azariadis nous dit, il y a tout d'abord ce qu'on connaît le mieux, qui n'est pas le vrai objet de ce paragraphe ici, mais on s'appuie sur ce qui paraît le plus solide, des contrats d'abord qu'il appelle explicites. Alors là, c'est très facile à illustrer, des contrats en bonne et due forme, comme on dit, donc souvent un document écrit, signé par les deux parties contractantes, qui peut parfois être enregistré par un officier ministériel, comme un acte de propriété lors d'une vente devant notaire. Voilà. C'est le cas des contrats que vous avez signés pour vous assurer face au risque incendie, vol, accident, etc. Voilà. Donc voilà, des contrats explicites, où il y a des clauses. Alors tout n'est pas prévu, les contrats ne sont peut-être pas aussi complets que supposent les théoriciens, mais enfin voilà, et suivant les compagnies d'assurance, soit elles essaient de lister ce qui est assuré, ce qui ouvre en général la porte à de graves déconvenues, et d'autres compagnies définissent les quelques cas qu'elles n'assurent pas, qu'elles excluent de la couverture, et à partir de là, tout ce qui n'est pas expressément marqué comme exclu est réputé assuré, ce qui fait souvent de meilleures relations entre l'assureur et l'assuré dans ce deuxième cas. Bon. Alors voilà, les contrats explicites, c'est une façon de gérer le risque et selon votre degré d'aversion au risque, vous avez vous bardez en gros de contrats plus ou moins riches, les primes d'assurance peuvent à ce moment-là également varier. Et Azariadis nous dit ce qui va être intéressant, ce sont les contrats implicites qu'on va utiliser pour le marché du travail. Alors les contrats implicites, ce sont des contrats qui ne font pas l'objet d'un acte explicite.
par nature. Ce sont des prestations mutuelles que se rendent les parties contractantes et qui sont considérées comme sous-entendues. Voilà, c'est implicite, sous-entendu, et on parle de contrat ou d'accord tacite entre les parties. Et donc l'accord existe sans que les parties contractantes ne l'aient expressément déclaré, et à plus forte raison écrit. Alors, si on s'appuie sur cette notion de différence d'assomption du risque, comme sur le fait que les agents sont plus ou moins averses au risque, même s'ils sont tous averses au risque, avec des degrés différents. Si on s'appuie sur les différents types de contrats, explicites et implicites, dont nous a parlé Azariadis, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec ceci pour l'appliquer au marché du travail. Alors si, voilà, au marché du travail. Et donc, on va appliquer ces notions, et donc on va voir fondamentalement la thèse d'Azariadis, qui travaille, lui, sur ces questions liées au chômage. Moi, je vous ai fait une présentation générale des concepts pour l'explication, et ensuite, on va se centrer sur l'application au marché du travail. Et donc, Azariadis nous dit qu'il y a des contrats implicites entre deux types d'agents, que sont les salariés et les employeurs. Alors, salariés et employeurs, si on reprend finalement ce qu'on a expliqué en l'appliquant au marché du travail, salariés et employeurs ont une attitude asymétrique face aux risques économiques liés aux fluctuations et aux aléas conjoncturels. Les salariés recherchent avant tout la sécurité, peut-être de l'emploi, sûrement de leurs revenus. Si une récession survient, ils vont chercher à ce que le pouvoir d'achat de leur rémunération, de leur salaire soit maintenu. Par contre, les employeurs, eux, ils sont un peu moins averses au risque. Ils veulent maximiser leurs gains, faire tourner leur affaire. Et donc, si une phase d'expansion survient, ils veulent pouvoir en profiter, réaliser le plus de bénéfices possible. Voilà, et donc, ici, ils sont en situation de récession, limiter la casse, passer au mieux la situation. Et donc, selon Azariadis, il y aurait entre ces deux types d'agents d'inégale aversion au risque un contrat implicite. Il y aurait un contrat implicite entre les salariés et leur employeur. Et donc, ce contrat implicite, cet accord tacite, serait le suivant. S'il y a récession, eh bien, l'employeur ne baisse pas le salaire, et donc le revenu du salarié est sécurisé, le risque de baisse de pouvoir d'achat est écarté, alors qu'il aurait dû baisser avec l'effondrement de la conjoncture. Par contre, en contrepartie, en phase d'expansion, eh bien, l'employeur n'augmente pas le salaire, ou l'augmente moins que ce qu'il pourrait du fait de l'embellie conjoncturelle, ce qui permet à ce moment-là de maximiser son gain et de récupérer une partie de ce qu'il a mis lors de la phase de récession. Et donc, il s'agit ici d'un contrat tacite, implicite, un contrat d'assurance. Ça revient pour les salariés à s'assurer auprès de leurs employeurs dans une relation de travail. Et donc, en période de récession, ne baissant pas les salaires, les employeurs versent en quelque sorte une indemnité, qui est la différence entre le salaire pour lequel ils ont été engagés, qui va rester inchangé, et le salaire qui devrait être celui du marché, qui devrait être plus bas. Et donc, il y a rigidité à la baisse des salaires, puisque les salaires ne baissent pas malgré le fait que la conjoncture se dégrade. Les employeurs acceptent de maintenir les salaires passés. Et donc, en contrepartie de cette assurance, cette prime d'assurance versée lors des récessions, eh bien, les salariés, lorsque l'expansion est là, acceptent que leur rémunération n'augmente pas ou augmente moins que ce qu'elle pourrait augmenter. Et donc, en quelque sorte, ils paient une prime d'assurance pour les mauvais jours, pour les moments de récession. Et donc, il y a une rigidité des salaires et plutôt à la baisse ici. Alors, la conséquence importante pour l'analyse du marché du travail, vous vous souvenez, souvent on avait parlé avec l'économie du déséquilibre, les auteurs néoclassiques reprochaient aux keynésiens de mal expliquer la rigidité des salaires à la baisse en période de chômage. Ils leur reprochaient d'en faire une hypothèse ad hoc,
de ne pas le démontrer par des modèles économiques. Et ici, Azariadis, en plus, alors plutôt d'inspiration keynésienne, va aller sur le terrain microéconomique des néoclassiques, va abandonner un petit peu la macro-keynésienne, et il va donc faire tomber la critique néoclassique, et il vient sur leur propre terrain en quelque sorte, et donc il leur dit que la rigidité des salaires en période de chômage, c'est pas dû à un dysfonctionnement du marché du travail, à des problèmes de rigidité, de mauvais ajustements, mais au contraire, il s'agit d'une rigidité rationnelle, tout à fait explicable. Elle s'explique par le comportement rationnel maximisateur des agents, hein, les employeurs pour leurs gains et pour leur profit, et les salariés également pour leurs gains, pour leurs revenus, en cherchant d'empêcher la baisse lors des périodes de récession, et cette situation ayant un prix à payer en quelque sorte dans les moments d'expansion. Et donc si les salaires ne baissent pas, ce n'est pas parce que les employeurs y voient c'est parce que les employeurs y voient le moyen finalement de maximiser leurs gains sur l'ensemble du cycle économique, qu'il y ait expansion, qu'il y ait récession. Et donc vous voyez ici, il y a bien un fondement microéconomique individuel à la rigidité des salaires, constatée au niveau macroéconomique, telle qu'elle est analysée par les keynésiens. Et donc la critique néoclassique, à partir de là, nous dit Azariadis, ne tient plus. Et donc la rigidité des salaires est une rigidité qui n'est pas un dysfonctionnement, un mauvais fonctionnement du marché, mais c'est une rigidité qui est due à un comportement rationnel des agents. C'est une rigidité rationnelle et qui l'explique par le biais, disons, de cette logique d'assurance, par ce contrat implicite, par le rôle d'assureur que jouent les employeurs vis-à-vis de leurs salariés et qui, pour s'assurer, acceptent de payer donc une prime d'assurance qui est le moindre salaire en période d'expansion pour pouvoir conserver un salaire plus important que ce qu'il devrait être lors des périodes de dépression. Voilà. Donc, c'est une analyse qui n'est pas inintéressante et qui va avoir une explication à travers le comportement des agents du fait que les salaires ne baissent pas en situation de crise, ce qui est quand même une donnée qui s'observe. Alors, deuxième asymétrie, deuxième axe pour ces nouveaux keynésiens, on va aller sur une autre théorie qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. Alors là, nous sommes au milieu des années 80, et ce sont deux auteurs, Shapiro, qui peut être un peu moins connu du grand public, qui a pas mal travaillé sur des questions d'économie de l'information, avec l'éruption du numérique, par exemple, et Joseph Stiglitz, qui est peut-être plus connu parce qu'il est plus médiatique, il a été économiste en chef de la Banque mondiale, il a été conseiller de présidents comme le président Clinton aux États-Unis, démocrate, et il a écrit des ouvrages à succès qui ont été traduits en différentes langues. Voilà, et donc il avait, avec un regard un peu critique sur la mondialisation, alors ceux qui n'avaient rien compris en ont fait un héros de l'altermondialisme, ce qui est une incompréhension totale, mais voilà, disons un regard critique et non naïf sur la mondialisation, mais où il essayait d'en montrer les bénéfices et comment on pourrait en limiter les effets pervers sur certaines situations ou certaines parties de la population dans le monde. Alors, ici, nous allons aller à travers la théorie du salaire d'efficience, sur une autre famille d'asymétrie, non plus l'asymétrie d'assomption du risque, mais une asymétrie d'information entre les agents. Donc, c'est une asymétrie qui est beaucoup plus popularisée, me semble-t-il, qui est un peu mieux connue, peut-être parce qu'elle est un peu plus facile à saisir aussi, c'est pas négligeable. Alors, même démarche, on va présenter la notion générale d'asymétrie d'information et ses effets, et ensuite, dans un autre paragraphe, on appliquera la notion que l'on aura présentée à l'analyse du marché du travail. Donc, tout d'abord, regardons la situation générale.
d'asymétrie d'information. Et donc, vous avez compris, le petit b sera, lui, l'application de cette notion d'asymétrie d'information et de salaire d'efficience au marché du travail. Alors, il s'agit ici d'une situation où un individu, des individus si vous voulez, où un individu détient plus d'informations qu'un autre sur l'objet de l'échange. Donc dit autrement, l'information n'est pas également partagée, il n'y a pas transparence du marché, comme on dit aussi, voilà. Donc certains agents ont plus d'informations que d'autres. Voilà, donc on dira qu'il y a asymétrie d'informations. Alors c'est par exemple un individu qui assure sa maison contre l'incendie ou le vol, eh bien c'est quelqu'un qui connaît mieux que son assureur l'état réel de cette maison, et donc il connaît mieux le degré de risque de subir un incendie ou un vol. Il sait si la serrure est de pacotille, il sait s'il y a des produits inflammables, s'il y a des matières plus ou moins inflammables, et donc a priori, si rien n'est fait, l'assureur est victime d'une asymétrie d'information face au client et qui vient lui demander une assurance contre l'incendie ou contre le vol. Ça peut être un assureur aussi qui, certes, assure face à un risque un agent, mais cet assureur, une fois que le contrat est signé, il ne connaît pas quel sera le comportement réel de l'assuré, si finalement il va se comporter de façon prudente, auquel cas c'est quelqu'un qui a un contrat qui ne va pas lui coûter trop cher, qui va être plutôt rentable, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui, sous prétexte qu'il est assuré, va se comporter de façon désinvolte, va être un brise-baraque et va être toutes les semaines pour présenter un sinistre à l'assureur, et donc là, l'assureur, ça va lui poser problème. Voilà, donc voilà des exemples d'asymétrie d'information. Alors, en fait, il faut voir les problèmes posés par les asymétries d'information. Alors, deux séries de problèmes. Alors, tout d'abord, pour l'agent le moins informé, pour l'agent qui est victime de l'asymétrie d'information, alors il faut bien distinguer ce qu'on appelle ex ante et ex post, c'est-à-dire avant et après la situation d'échange. Alors, avant que la situation d'échange ne soit là, avant que l'échange ne soit là, avant que, par exemple, vous ayez signé le contrat d'assurance, donc ex ante, on va avoir ce qu'on appelle un problème, une asymétrie d'information liée à un problème d'information cachée, qui va générer ce qu'on appelle un phénomène d'anti-sélection, ou on dit aussi de sélection adverse. C'est de la traduction d'articles américains, donc on a plusieurs traductions. Donc ex ante, avant que le marché soit conclu, il va y avoir des problèmes liés à ce que l'information va être inégalement partagée, et il va y avoir un agent moins informé qui va manquer d'informations par rapport à un autre, ce qui va poser des problèmes au bout d'anti-sélection, de mauvaise sélection, de mauvais choix des actions à effectuer du fait d'une moindre information. Et donc, par exemple, dans le domaine de l'assurance, on peut dire qu'un assureur ou un banquier, de la même façon, ce sont des personnes qui passent leur temps à essayer de régler des problèmes d'asymétrie d'information cachée, leur générant a priori des problèmes d'anti-sélection. Alors dans le domaine de l'assurance, les individus à haut risque, qui se sentent plus menacés, qui s'exposent plus au risque, eh bien, ils vont avoir tendance à s'assurer davantage que les agents à risque faible. Et donc le problème, c'est que l'assureur est incapable de trier entre les individus à haut risque ou à faible risque. Donc voilà, asymétrie d'information, et donc il risque de sélectionner les mauvais clients, être victime d'un problème de sélection adverse ou d'anti-sélection. Pas choisir le bon, pas choisir le meilleur client. Sur le marché des voitures d'occasion, alors c'est un marché qui a été étudié par un économiste, donc avec des équipes, qui s'appelle Akerlof,
Et Akerlof, c'est l'article fondateur un petit peu sur les asymétries d'information en termes d'information cachée. Et Akerlof a mené une enquête sur le marché des voitures d'occasion. Et là-dessus, il a testé des hypothèses et il s'en est servi ensuite pour généraliser le concept de la symétrie d'information en termes d'information cachée et d'anti-sélection. Et donc, il étudie le marché de l'occasion et même ce qu'on appelle the market of lemons. Alors en anglais, lemons, ce sont les tacos, vous voyez, les vieux clous, les vieux clèches. Là, et donc, vraiment, les voitures en très mauvais état. Et donc, il étudie un petit peu les comportements à la fois de certains vendeurs peu scrupuleux qui maquillaient un peu les voitures en dissimulant la rouille avec un peu de résine, beaucoup de peinture, voilà, et le comportement en face des acquéreurs qui, eh bien, vous le comprenez, sont les personnes, les acquéreurs potentiels sont les personnes qui manquent d'informations. Alors, sans aller sur des situations forcément dramatiques ou d'escroquerie, mais enfin, vous voyez bien que dans le cas de l'achat d'une voiture d'occasion, c'est clair que l'acheteur est en situation d'information cachée, et donc il risque de faire une mauvaise sélection, sélectionner le mauvais produit, et donc être victime d'un problème d'anti-sélection, de sélection adverse. Vous voyez, donc c'est assez, je crois, finalement facile à expliquer. Il faut prendre un peu le temps de s'approprier le vocabulaire, qui n'est pas forcément le vocabulaire commun. Voilà, et pareil dans le domaine de la banque, on pourrait multiplier les exemples. Comment un banquier, quand il voit un client qui pousse à la porte, sans dispositif particulier, il ne peut pas savoir quel est votre comportement financier, si vous êtes désinvolte, si vous êtes quelqu'un de rigoureux, quelle est votre assise financière. Voilà, donc si rien n'est mis en place, quelqu'un s'assoit, voilà, bonjour, je viens pour essayer d'obtenir un crédit. Voilà, ça va être compliqué pour le banquier et généralement il va dire non, mais sauf s'il met en place des dispositifs pour savoir un petit peu, pour réduire la symétrie d'information. Donc ça, c'est le problème d'asymétrie d'information ex ante, un problème lié à de l'information cachée pour une des parties. L'information est inégalement partagée. Hein, voilà, c'est ça, c'est pas forcément caché, dissimulé avec une intention de nuire, mais tout simplement, même entre personnes sincères, il y en a un qui sait mieux que l'autre et l'autre qui sait moins. Et donc, ça génère des problèmes d'anti-sélection, de sélection adverse. Et ex-post, c'est-à-dire qu'une fois, si le marché est conclu, si la voiture est vendue, si le prêt est accordé, si le risque est assuré, hein, pour reprendre les trois axes, je crois que j'ai développés, eh bien là, c'est un problème, cette fois-ci, une asymétrie d'information liée à un comportement caché, et qui va générer cette fois-ci ce qu'on appelle un risque moral ou un hasard moral. Voilà, donc là, ex post, un comportement caché qui va générer une asymétrie d'information entre les parties et qui va entraîner un risque moral pour une des parties, un hasard moral pour une des parties. Alors, par exemple, un individu qui vient pour assurer un véhicule, donc on suppose que l'assureur a réussi à lever ex ante l'information cachée pour essayer de diminuer le phénomène de sélection adverse. Donc ça y est, notre individu est assuré, il a son contrat, allez, soyons grands seigneurs, il est assuré tout risque, bon, il paie la prime en conséquence. Le problème, c'est que l'assureur, s'il n'a pas pris de disposition particulière, il est assez inquiet parce qu'il se dit ma personne, là maintenant, comment elle va sortir avec le papier vert, là, la carte verte d'assurance, le contrat d'assurance, et en fait, comment cette personne va-t-elle se comporter au volant, par exemple, si c'est de l'assurance automobile. Et donc, si sous prétexte d'être assuré, notre conducteur se comporte comme un fou du volant, en hurlant et en disant qu'il est protégé de toute façon parce que l'assureur paiera s'il y a un problème, là, l'assureur, effectivement, s'il ne prend pas de disposition, vous sentez qu'il est face à une situation asymétrique en termes d'information, mais liée à un comportement caché, dans le fond, qu'il ne maîtrise pas, hein, sauf dispositif particulier pour l'instant, et donc il peut être victime de ce qu'on appelle en conséquence d'un hasard moral, d'un risque moral qui va couvrir lié à ce comportement caché ex post, et donc après l'échange. Et donc,
Voilà, ce sont des personnes qui mentent sur le dommage, des gens qui vont faire des faux à des affaires où on va faire des faux on va mettre le feu à sa voiture, on va dire qu'on nous l'a brûlé, tout ça pour toucher l'assurance. Donc là, il y a des romans, des films, etc. Et puis des situations d'assurance très concrètes au-delà du spectacle. Hein. Alors, voilà, vous avez les deux types. Les deux types de problèmes pour l'agent le moins informé. Hein. Avant conclusion de l'échange, un problème ex ante, donc d'information cachée, générant une anti-sélection ou une sélection adverse, hein, et ex post, après l'échange, une asymétrie d'information liée à un comportement caché qui peut générer un risque moral. Et deuxième série de problèmes à partir de là, conséquence des premiers, eh bien, l'agent le moins informé a tendance à se méfier, hein, si rien n'est fait, ce qui peut aller jusqu'à le dissuader d'échanger, hein, rendre impossible l'échange, et donc on aboutit à une situation dite sous-optimale. Donc l'agent le moins informé va être méfiant, alors à tort ou à raison, hein, voilà. Pour l'instant, il pense que l'autre individu lui cache des informations au moment de signer le contrat, et lorsque le contrat est signé, il craint d'être lésé quant à l'exécution du contrat, du fait de ne pas pouvoir observer véritablement, a priori, le comportement de la personne avec qui la transaction s'est effectuée. Et donc la généralisation de cette attitude peut bloquer l'échange, empêcher l'échange, et voilà. Donc c'est ici donc toujours pareil, si rien n'est fait. Hein. Et donc à partir de là, pour éviter ces asymétries d'information, pour les parties qui en sont victimes ou qui en seraient victimes, et finalement pour les deux parties, pour que ces asymétries d'information ne soient pas trop importantes et ne bloquent pas l'échange, alors que l'échange aurait été mutuellement avantageux, il y a la mise en œuvre de parades. Alors on ne va pas faire une liste complète, mais on va donner les principes et donner quelques exemples. Et ensuite, avec tout ça, on va vite aller l'investir sur la relation de travail. Alors face à on va faire méthodiquement avec deux types d'asymétrie d'information, face à des craintes d'informations cachées, et donc pour éviter l'anti-sélection ou la sélection adverse, eh bien, Akerlof, en étudiant le marché des voitures, a mis en évidence le fait que le prix qui normalement est censé transmettre de l'information sur la rareté relative des produits, du véhicule ici, eh bien, va parfois être utilisé comme un indicateur de qualité du véhicule, hein, avec des effets pervers, c'est-à-dire que sur le marché, Akerlof a observé que les véhicules les moins chers partaient mal, les véhicules très chers partaient mal également, et par contre c'était les véhicules avec des prix intermédiaires qui partaient mieux. Pourquoi? Et donc des fois il y avait les véhicules les moins chers partaient mal parce que des fois les gens se disaient bon, finalement le véhicule il est pas cher, mais peut-être qu'il y a un loup, il y a un vice caché, et donc peut-être que c'est une mauvaise affaire, donc en cas je vais acheter un peu plus cher. Comme ça, je pense à tort ou à raison, hein, qu'il y aura peut-être moins de risques et que je sélectionnerai mieux, que je ne ferai pas de sélection adverse, que je ne sélectionnerai pas le mauvais véhicule. Et donc peut-être des fois c'est à raison et peut-être c'est à tort. Alors c'est sûr, si vous voyez le genre d'annonce à vendre superbe limousine, je sais pas, grosse motorisation, véhicule haut de gamme, très peu... des kilométrages, très peu roulés, 5000 €. Bon, spontanément, vous allez vous méfier un peu de cette annonce parce que si le véhicule vaut 80 000 € neuf, qu'il a très peu roulé, qu'il est peu ancien et qu'il est vendu d'occasion ou 3-4 ans 5 000 €, c'est peut-être une bonne affaire, mais il y a peut-être un loup, comme on dit. Hein, voilà. Donc là, en général, les gens vont s'en méfier, mais enfin, il y a de nombreuses histoires, et je n'ai pas le temps de développer ici, mais il y a de nombreuses histoires où des annonces totalement improbables qui font hurler de rire, en fait, elles ont trouvé preneur et il y a des escrocs de génie. Hein,
Il y a des gens qui ont réussi à vendre la Tour Eiffel. Bon, on n'est pas dans la symétrie d'information, mais il y a des vendeurs remarquables et des gens qui se font plumer de façon extraordinaire. Hein. Donc voilà. Enfin bon, là l'annonce vous la sentirez venir, mais enfin il y a quand même des gens qui sont victimes de ce genre de situation. Alors là je vais un peu dans l'excès avec mon véhicule. Hein. Voilà, c'est pour faire comprendre. Donc souvent le prix est pris à tort ou à raison comme un indicateur de qualité et de moins en moins comme un indicateur de rareté, ce qui peut être une bonne chose, vous pouvez vous entraîner à surpayer finalement votre véhicule ou votre produit. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur le marché de l'automobile d'occasion? Eh bien là, vous connaissez, il y a quelques années de ça maintenant, on a mis en place le contrôle technique, alors qu'il y a un objectif de sécurité, je dirais, des véhicules, hein, voilà, de sécurité routière, mais en le rendant obligatoire lors de la cession d'un véhicule, et bien à ce moment-là, le vendeur doit remettre un contrôle technique avec un délai donc assez récent, j'ai oublié le délai, donc assez récent, et à ce moment-là, ceci est censé objectiver sur l'ensemble des points de contrôle, hein, pas forcément tout, mais est censé concourir à objectiver un petit peu l'information et à réduire la symétrie d'information liée à une information cachée, puisque le contrôle technique diffuse beaucoup d'informations. Et l'idée, c'est que si la symétrie d'information entre le vendeur et l'acheteur se réduit, à ce moment-là, eh bien, l'échange pourra se faire plus facilement, dans de meilleures conditions. De même, si le vendeur, sur les voitures, on a la généralisation d'assurance par le vendeur sur le produit d'occasion, et des assurances un peu longues, à ce moment-là, c'est une façon aussi de dire à l'acquéreur potentiel, n'hésitez pas, le produit est de bonne qualité puisque je l'assure dans de bonnes conditions, enfin dans des conditions, à vous de voir si elles sont bonnes en tout cas, mais dans des conditions telles que s'il y a un problème, je le prendrai pour moi, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer à l'achat, ne soyez pas inquiets. Voilà. En gros, voilà. Donc il y a tout un tas de parades pour essayer de réduire ces asymétries d'information ex ante. Et face à des craintes de comportement caché qui entraîneraient un risque moral, eh bien là aussi il y a des parades pour réduire la symétrie. Et donc cela revient à essayer d'inciter les acteurs à avoir un comportement honnête en cours d'exécution du contrat pour éviter que une des parties soit lésée. Alors par exemple, l'assureur vous connaissez tout ça, va mettre une franchise. D'ailleurs, que si vous avez un sinistre, bon, il y a une partie qui restera à votre charge. Alors, suivant les types de contrats, vous allez voilà, acheter le contrat en fonction de la couverture, et puis aussi un des paramètres, c'est en fonction de la franchise que l'on vous laisse. Effectivement, on va mieux vous assurer si la franchise est limitée, mais en même temps, ce sera plus cher, et donc l'enjeu, c'est qu'il y ait de limiter les risques de hasard moral pour l'assureur. C'est également dans le domaine de la santé, quand les mutuelles vous couvrent, eh bien, il va y avoir un reste à charge plus ou moins important pour essayer que les gens ne fassent pas du tourisme médical en allant voir 10 médecins pour la même chose sous prétexte que c'est remboursé, c'est gratuit, et là où la mutuelle s'essoufflerait à essayer de vous suivre avec de tels comportements. Donc on va mettre des plafonds, des franchises, voilà. Donc voilà des exemples de parades sur des produits divers et variés. Alors, je vais m'arrêter là sur ces exemples parce que la situation générale, pour moi, elle est intéressante uniquement pour vous faire passer donc les notions d'asymétrie d'information, vous faire distinguer suivant que c'est avant ou après échange, ex ante ou ex post, vous faire comprendre la notion d'information cachée qui alimente une asymétrie d'information, une sélection adverse, et le faire différencier de ce qui est ex post, l'asymétrie d'information liée à un comportement caché qui génère un risque moral, un hasard moral. Vous dire aussi qu'il y a des moyens pour essayer de réduire les asymétries d'information, et donc le but de tout ça, c'est d'aller pouvoir utiliser ces notions pour, avec les nouveaux keynésiens, avec Shapiro et Stiglitz en particulier, aller appliquer ceci au marché du travail
et on va utiliser, appliquer au marché du travail, la notion de salaire d'efficience, et on va voir le lien dans l'explication de la notion de chômage. Alors, dans l'application de cette asymétrie d'information au marché du travail, eh bien ici, si c'est l'employeur qui est victime potentielle d'asymétrie d'information et qui va essayer de trouver des parades dans la relation d'employeur-salarié, essayer de pouvoir sécuriser la relation pour ne pas que l'employeur donc soit victime. Alors, l'employeur est en position désavantageuse, asymétrique, à ses dépens, au sens où, ex-ante, donc au moment de l'embauche, eh bien l'employeur risque d'être victime donc d'un problème d'information cachée, et ce qui entraînerait, donc cette asymétrie d'information liée à une information cachée, entraînerait une sélection adverse, une anti-sélection, c'est-à-dire ici concrètement l'amènerait à embaucher la mauvaise personne. Voilà, c'est ça l'anti-sélection sur le marché du travail, c'est embaucher la mauvaise personne parce qu'il y a une information cachée, et finalement ça n'a pas permis d'avoir la meilleure situation de recrutement possible. Donc, pourquoi information cachée? Eh bien, l'employeur ne connaît pas, a priori, les compétences réelles du travailleur qu'il embauche. Il ne connaît pas sa productivité, en particulier. Le candidat potentiel va essayer de se présenter, et c'est normal, le mieux possible, mais il va essayer de dissimuler certaines incompétences. Certains vont aller jusqu'à mentir, voire à produire de faux CV, de faux stages, de fausses références. Et voilà, donc il n'y a pas que des faussaires, mais vous avez tout le spectre. Même dans une relation entre des personnes sincères, il y a asymétrie d'information pour l'employeur, et donc je ne fais que charger la barque pour la meilleure compréhension. Je ne suppose pas que tout le monde est faussaire, mais voilà, mais l'intérêt d'aller jusqu'à maquiller, à faire les faux CV, c'est que ça permet dans l'excès de comprendre un petit peu mieux. Voilà, mais il ne faut pas forcément non plus être bisounours, mais pas non plus renvoyer une vision de la société un peu paranoïaque où tout le monde serait un tricheur potentiel. Voilà. Mais voilà, même avec des gens honnêtes, a priori, il y a une partie qui ne le sait pas. Combien la personne est honnête, donc même dans ce cas-là, il y aurait asymétrie d'information liée à une information cachée. Et en cours d'exécution du contrat, donc ça y est, l'embauche a eu lieu, eh bien, ex post, l'employeur est exposé à une situation de risque moral, de hasard moral. Il est victime d'une asymétrie d'information quant au comportement caché, puisque eh bien, il a du mal à savoir quel va être le comportement exact à la tâche de l'employeur, du salarié, une fois que le contrat a été signé. Évidemment, au moment de l'embauche, de l'entretien, il n'a rencontré que des candidats motivés. Et il a embauché quelqu'un de motivé, de compétent, qui lui paraît bien, mais l'angoisse, c'est, une fois le contrat signé, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Alors il y a des parades là aussi pour essayer d'objectiver, mais vous voyez, on retrouve ces deux types d'asymétrie d'information, ex ante et ex post par rapport au moment de l'échange, donc de l'embauche, et c'est l'employeur qui est la victime a priori. Alors le palliatif, générique un petit peu, il peut y en avoir plusieurs, mais le grand palliatif, pour nous ici, sur lequel travaillent ces nouveaux keynésiens, eh bien le palliatif, c'est le salaire d'efficience. C'est la notion. Et donc, pour éviter ces deux désagréments, la même notion va permettre de résoudre les deux asymétries d'un même coup. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'employeur, nous disent-ils, va avoir intérêt à proposer un salaire relativement élevé par rapport aux normes en vigueur. Voilà. À bien rémunérer par rapport aux normes en vigueur, et donc proposer, dit autrement, un salaire supérieur au salaire d'équilibre sur le marché vu par les néoclassiques. Et donc, le fait de proposer un salaire plus élevé que les salaires conventionnels, habituels, le salaire de marché, eh bien, à l'embauche ex ante par rapport aux asymétries d'information liées à de l'information cachée, générant un
un problème d'anti-sélection, de sélection adverse, eh bien l'employeur flèche l'emploi en disant que un niveau de qualification élevé ou de compétence du moins est requis, et donc il espère attirer à lui les salariés les plus efficients, les plus productifs, d'où la notion de salaire d'efficience. Voilà. Donc il veut attirer les meilleurs et qu'il se présente ces meilleurs à l'embauche. Voilà. Et que son annonce attire l'attention. Alors après, il va falloir qu'il les sélectionne, mais déjà, il faut qu'il sélectionne dans un lot où il y aura des bons candidats, peut-être des mauvais, mais pas que des mauvais, il y aura aussi des bons. Voilà. Et une fois l'embauche effectuée, le maintien d'un salaire élevé permet de justifier des exigences élevées. Et donc, à partir de là, de réduire les asymétries en termes de comportement caché. Alors, si comment dire, le salarié qui a été embauché dans cette entreprise, qui rémunère bien, finalement, hein, donc il a réussi à passer la barrière de la sélection, voilà, il est embauché, et donc, cela réduit l'asymétrie pour l'employeur, parce que si le salarié se comporte mal, finalement cela coule douce, ou finalement a menti, n'est pas si qualifié que ça, etc., n'est pas si compétent, enfin ce qu'il a présenté ne se réalise pas, eh bien notre salarié, il va être renvoyé. Et il va être renvoyé, vers des rémunérations, des salaires au prix du marché, non plus. Et donc il va perdre non seulement son salaire, mais aussi le sursalaire, cette prime liée à l'efficience. Et donc cela va inciter le salarié à se la donner pour rester dans cette entreprise, ne pas perdre le salaire et ne pas retomber sur des rémunérations plus ordinaires. Voyez ? Et donc ce salaire d'efficience, ce salaire plus élevé que le salaire d'équilibre, est un salaire donc qui va attirer ex ante les meilleurs à la sélection, enfin à la procédure d'embauche, et donc ça devrait réduire, peut-être pas l'annuler, mais en tout cas réduire la symétrie d'information pour l'employeur. Et une fois le salarié choisi et embauché, cela lui assure que le salarié devrait faire tout, en tout cas le maximum, pour rester, parce que le fait d'être mis dehors serait plus coûteux que simplement perdre un emploi et le salaire d'équilibre. On perdrait donc la surprime, hein, ou la prime liée donc la prime d'efficience, hein, qui serait là. Alors vous avez un exemple historique hyper connu, très très classique, qui est l'exemple d'Henry Ford. Hein. Donc dans le Fordisme, alors aux États-Unis, donc Ford c'est l'entrepreneur là des usines, dans l'usine Ford là à Detroit, et donc Ford fait des voitures fin 19e siècle, et donc au départ, donc Ford il applique la division du travail horizontale et verticale de Taylor, et donc le Fordisme n'existe pas, il applique le Taylorisme. Simplement, il va aller toujours plus loin. Le Fordisme, c'est avant tout, pour une première part, un Taylorisme exacerbé, c'est-à-dire qu'il va pousser toujours plus loin la spécialisation des tâches, rechercher l'efficacité, le one best way, le geste le plus efficace pour effectuer cette chose, et ensuite le bureau des méthodes va donc imposer les façons, les process, ce one best way qui a été trouvé à tous les salariés. Donc il ne faut pas réfléchir, mais il faut exécuter comme on nous le demande et tenir la cadence le plus possible. Bon. Et sans discuter si possible, sinon hop, dehors. Donc Ford, en fait, au départ, c'est rien d'original, c'est du Taylorisme, mais poussé plus loin, si vous voulez, exacerbé. Voilà. Ensuite, Ford, il ajoute à ce Taylorisme cette division du travail très 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 forte, à cette parcellisation du travail et cette division conception-exécution très forte du travail, il y ajoute la standardisation des pièces. Voilà. Alors ça avait été testé lors de la guerre de sécession, parce que par exemple, lorsqu'un fusil était cassé,
il fallait changer tout le fusil. Donc c'est hors de prix, on n'a pas les moyens de perdre la guerre si on fait comme ça. Donc en standardisant les pièces, c'est le système américain, ils se rendent compte que si une crosse est cassée, il suffit peut-être de changer la crosse, mais pas tout le fusil. Et on change la crosse, elle est normée, elle s'adapte au reste du fusil, le canon, enfin toute pièce mécanique, etc. Et donc la standardisation des pièces amène à la standardisation des produits. Donc ça, c'est la grosse révolution. Donc il y a eu, je vous dis, des ancêtres par la guerre de sécession. Et donc Ford va reprendre cette idée. Et troisième composante, Ford va rajouter le convoyeur, la chaîne. C'est-à-dire que au lieu que ce soit les ouvriers de manutention qui amènent les produits semi-finis à l'ouvrier sur son poste et qui ensuite récupère le produit travaillé, amendé pour l'amener à notre poste de travail, ce qui crée un petit peu l'image d'une fourmilière, d'un bazar terrible, de perte de productivité. Il va aligner nos travailleurs sur... ce sont les pièces et les produits qui vont se déplacer devant l'individu. L'individu va être posté, le travail posté, et l'employeur va essayer de maîtriser la cadence en réglant le débit de la chaîne. Et donc là, je vous renvoie bien sûr à la séquence de Charlot dans les temps modernes de Chaplin, et donc où vous voyez que l'enjeu donc vous voyez la répétition, alors c'est une métaphore, Charlot a un outil, il y a un produit, donc je crois qu'il soit comme s'il serrait une tête de boulon, là, en quelque sorte. Vous voyez que le produit qui défile est toujours le même, donc il est standardisé, et l'enjeu pour Chaplin, en gros, il sera adapté s'il tient la cadence, et donc tout le burlesque de la scène tient au fait que s'il va trop vite, eh bien il empiète sur le poste d'un camarade, et par contre s'il ne va pas assez vite, il gêne le camarade qui est sur le poste précédent. Et donc voilà, bon, après ça part complètement en vrille, et donc vous vous souvenez de cette scène, à la fin on retrouve Chaplin qui est dans les engrenages, mais en fait, bon là c'est de la super métaphore, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il est inadapté, et vous le retrouvez à la rue, il a été éjecté, il ne fait pas l'affaire, il ne tient pas la cadence. Et donc pour l'instant, pas de salaire d'efficience, donc je semble hors sujet, mais en fait le Fordisme c'est ça, c'est un taylorisme de folie, plus la standardisation des pièces et des produits, plus le convoyeur et la chaîne, donc 3 éléments. Et lorsque Ford met ça en place, c'est un échec complet. Tout le monde s'en va. C'est aliénant, comme dirait Marx. Tout le monde s'enfuit et cherche à aller dans d'autres entreprises parce que c'est vraiment une folie, aliénant, une folie furieuse. Et l'idée de génie de Ford, c'est pour éviter le turnover, c'est-à-dire cette rotation de la main-d'œuvre. Les salariés viennent, à peine ils ont appris le geste, ils tiennent quelques jours, ils s'en vont, il faut reformer quelqu'un, donc la productivité s'effondre, c'est une catastrophe. Et donc, au lieu de revenir à un système purement taylorien, qui avait ses inconvénients, mais enfin qui était moins catastrophique en termes de productivité, Taylor va avoir l'idée, au bout d'un moment, en 1913 je crois, il va dire aux gens, il va ajouter un 4e élément, il va leur dire, et si je vous mets 5 $ sur la table, est-ce que ça ne change pas les choses? Dans un contexte où le salaire pour le même type de tâche était, je crois, 2 $, 34, ou quelque chose comme ça, par jour. Donc le fameux 5 $ a day, 5 $ par jour, qui est le 4e élément. Et donc aux 3 premiers qui font fuir les gens, il met 5 $ sur la table, là où les autres paient 2 $, 3 ou 2 $ et demi. Et donc il dit aux gens, bon certes c'est abrutissant mon système, mais pour 5 $, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup? Et donc là, la différence, alors c'est énorme, entre 5 $ et 2 $ et demi le salaire de marché, c'est le 5 $, c'est le salaire d'efficience. Par ce sursalaire en quelque sorte, à l'embauche, il va attirer les meilleurs, et donc le long du mur de l'usine, pour la partie des gens qui sont embauchés journalièrement, une queue énorme va se former. Beaucoup de monde, beaucoup d'ouvriers veulent travailler chez Ford parce que c'est extrêmement bien payé, pratiquement 2 fois plus que chez les autres. Donc il attire les meilleurs, et donc cela concourt à réduire la symétrie d'information due à l'information cachée, et donc
Ça évite les phénomènes de sélection adverse, d'anti-sélection, de mauvaise embauche, finalement, des mauvaises personnes. Et ensuite, cela lui garantit que lorsqu'il a embauché quelqu'un, eh bien, il va à peu près faire tout ce qu'il peut pour essayer de rester, parce que si notre travailleur sous la coule douce ou ne travaille pas comme il faut, eh bien, il va être mis dehors, mais à ce moment-là, il va perdre son emploi, et au mieux, il retrouvera des emplois à 2,5 $ ou 2,3 $, mais sûrement pas à 5 $. Donc la perte est encore plus que l'emploi et le salaire ordinaire, on va perdre ce salaire d'efficience, et donc à ce moment-là, il s'évite les situations de comportement caché générant des problèmes de hasard moral. Voilà. Et donc ça réduit la symétrie d'information. Voilà. Et alors c'est les spécialistes de l'entreprise, des commis d'entreprise, on dit 5 $, c'est énorme par rapport à 2,34 $. Et donc ils se disent, bon, peut-être c'est un coup de génie, mais que bon, Ford a mis peut-être la barre, il aurait pu avoir la même chose en mettant moins, en gros, avec peut-être 4,50 $. Bon, mais ça c'est autre chose. Alors ne croyez pas que Ford était généreux, ça en général c'est le baratin. Ford a écrit sa biographie, hein, voilà, et donc il s'est créé un personnage presque de philanthrope, quoi, hein, alors que bon, c'est quand même tout l'inverse. Et certains chercheurs disent que finalement ce salaire d'efficience extrêmement élevé, peut-être par rapport à ce qui aurait été nécessaire à l'époque pour avoir les meilleurs et limiter les asymétries d'information, en fait il y avait aussi une autre composante qu'il achetait, c'était le fait qu'il voulait en gros écarter les revendications et le phénomène des syndicats. C'était la grosse obsession aux États-Unis, enfin pas qu'aux États-Unis, mais c'était la grosse obsession. Et parce que faut voir que si dans certains pays d'Europe, en Angleterre, en France, il y avait un début de reconnaissance du fait syndical, les États-Unis sont très en retard, hein, puisqu'il faudra attendre 1935, donc presque 40 ans, 45 ans, 50 ans par rapport au continent européen ou au britannique, donc avec le New Deal de Roosevelt, pour que le fait syndical soit reconnu. Alors, ça ne veut pas dire que les patrons vont tomber amoureux des délégués syndicaux, mais enfin déjà dans la loi, il va y avoir une reconnaissance voilà, présente, voilà, et donc de ce point de vue-là, Roosevelt fera rentrer les relations du travail un petit peu dans la modernité, quoi, en quelque sorte, dans la façon de représenter le personnel, hein. Voilà, donc pour limiter le turnover, limiter les asymétries d'information, même si Ford n'avait pas pleinement conscience, et limiter les revendications et la formation de syndicats, il lâche cette idée du salaire d'efficience, ce 5 $ par jour, là où les autres pour le même job paient à peu près la moitié, quoi. Voilà. Et donc la conséquence, c'est que eh bien, les salaires vont être rigides à la baisse. Alors ils sont élevés, et chez Ford, et rigides à la baisse, et quand ça va se générer de payer un peu mieux les salariés, et bien en situation de récession et donc de chômage, les employeurs, malgré la baisse des salaires sur le marché, vont avoir intérêt à continuer à recruter et à rémunérer un taux de salaire relativement, en tout cas ne pas le baisser, hein, ce salaire, à avoir des conditions salariales plutôt favorables, et donc à ne pas baisser les salaires malgré la crise, hein, ou dans les grandes crises type 29, le salaire baissera, mais peut-être moins à certains endroits que ce qu'il aurait dû baisser. Donc on va avoir une explication, une rigidité rationnelle qui est liée au comportement des employeurs, hein, qui veulent garder les meilleurs pour la reprise, hein, plutôt que de devoir partir dans un comportement à nouveau de recherche des meilleurs, de recrutement coûteux. Et donc, ce n'est pas un dysfonctionnement du marché du travail si le salaire est plutôt rigide à la baisse, mais c'est le comportement rationnel des employeurs qui est à la manœuvre. Et à ce moment-là, l'ajustement, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ajustement, s'il se fait moins par les prix, par le salaire qui baisse, il va se faire davantage par les quantités, et donc par des licenciements et donc du chômage. Et donc la boucle est bouclée, si vous voulez, dans ce paragraphe, puisque eh bien, nous avons le salaire d'efficience qui va donner une autre explication rationnelle de la rigidité à la baisse des salaires, et qui va expliquer pourquoi les ajustements sur le marché du travail se font moins en prix et davantage en quantité, et donc voilà pourquoi il y a du chômage. Nous y sommes. Donc, vous voyez, par cette deuxième asymétrie d'information, qui
est différente de la première, mais qui a en commun l'idée que asymétrie d'information, rigidité à la baisse des salaires, rigidité rationnelle de par le comportement des employeurs, plutôt le risque dans le premier cas Azariadis, plutôt la productivité et l'employabilité dans le cas Shapiro-Stiglitz, les asymétries d'information et la salaire d'efficience. Nous avons des explications qui se veulent rationnelles de cette rigidité et qui tendent à expliquer le chômage, la persistance de salaires qui ne baissent pas malgré un chômage, et un chômage de masse assez souvent à partir des années 80. Voilà, donc ça c'était un gros morceau. Hein, la troisième asymétrie va être un petit peu plus rapide, légère à présenter. Hein. Alors, donc, faisons évoluer le plan, que je vous le projette. Voilà. Alors, nous allons voir la troisième famille d'asymétrie à travers ce qu'on appelle le modèle insider-outsider. Alors, inside-outside, c'est être dedans, dehors. Hein. Donc, de deux économistes, Lindbeck et Snower, en 88. Vous voyez, donc, voilà, nous sommes Azariadis 75, voilà, entre mi-70 et mi-année 80, hein, des Américains également. Hein, voilà. Alors, ce que l'on peut présenter ici, c'est le modèle de raisonnement lui-même, avec la troisième asymétrie, et ensuite on fera un petit complément. Donc là, on va aller directement sur le marché du travail. Donc ici, il s'agit non pas d'une asymétrie d'assomption du risque, hein, d'être plus ou moins averse au risque, non pas une asymétrie d'information cachée ou de comportement caché, mais c'est une asymétrie de position, in ou out, hein, sur le marché du travail qui va être en jeu ici. Alors, regardons de quoi il retourne. Alors, l'idée centrale consiste à distinguer plusieurs, alors on va faire avec deux hein, pour simplifier, l'idée centrale consiste à distinguer deux catégories de travailleurs qui ne sont pas dans la même position sur le marché du travail. Alors, les deux catégories d'agents, on va avoir d'un côté les salariés de l'entreprise, hein, qui sont inside, ce sera les insiders, hein, ceux qui sont sur le marché du travail et embauchés dans l'entreprise. Et de l'autre, on va avoir par exemple les chômeurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise ou des entreprises, donc ils sont outside, ce sont les outsiders, et eux, ils cherchent à rentrer sur le marché du travail et à rentrer dans l'entreprise, avoir un emploi. Et donc, ils veulent passer d'outside à inside. Et vous avez compris, ceux qui sont inside, ils ne veulent pas se retrouver outside. Voilà. Donc, asymétrie de position, pas la même position sur le marché du travail. Et donc, les insiders et les outsiders se font concurrence pour obtenir et conserver les emplois disponibles. Et donc, emploi par hypothèse en nombre insuffisant, puisque nous supposons qu'il y a du chômage, c'est quand même ce que nous cherchons à expliquer. Alors, asymétrie de position, si on creuse un petit peu, alors la concurrence dont nous venons de parler, elle est imparfaite, elle est inégale, car les insiders sont la catégorie d'agents qui sont doublement avantagés. Alors, ils ont un double avantage de par leur position, car ils sont les mieux informés sur le marché du travail et l'emploi. Ils travaillent dans l'entreprise, donc ils ont une information complète sur les activités des entreprises, les méthodes de travail, ce qui est demandé, les comportements attendus. Et donc, c'est censé leur donner une efficacité, une productivité plus importante, a priori, que celles des outsiders qui sont moins au fait, moins informés de par leur position externe. Ils n'ont pas les codes, les usages, tous les attendus a priori. Et deuxième aspect, si l'entreprise, imaginons, avait besoin ou voulait embaucher des outsiders, encore faudrait-il que les salariés en place, les insiders, veuillent bien les former, veuillent bien leur communiquer des informations clés dont ils disposent pour qu'ils puissent s'adapter, partager leur savoir. Or,
Ben, s'ils font ça, le risque, c'est qu'ils soient fortement concurrencés par les outsiders. Donc, pour garder leur place, ces insiders peuvent refuser de partager l'information. Hein, et donc, on peut retrouver des éléments d'informations cachées au détriment des outsiders, de comportements cachés de la part des insiders. On peut mixer, hein, par exemple, les asymétries d'information précédentes, hein, même si on les a distinguées pour la clarté pédagogique, elles peuvent s'articuler. Et donc, si notre employeur embauchait des outsiders et que les insiders faisaient de la rétention, eh bien à ce moment-là, ce serait l'entreprise qui serait victime, puisque les outsiders resteraient moins productifs que les travailleurs en place. Et donc, finalement, les employeurs n'ont pas intérêt à embaucher trop d'outsiders. Ils ont intérêt à garder leurs insiders comme entre vents et marées. Et c'est un comportement rationnel de la part des employeurs face à cette situation d'asymétrie de position sur le marché du travail. Et cela peut concourir à expliquer le chômage. Alors, au niveau plutôt individuel, microéconomique, chaque entrepreneur étant rationnel, eh bien, il comprend que c'est son intérêt de satisfaire avant tout les insiders, et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs en plus, et qu'ils ne soient pas débauchés, qu'ils n'aient pas envie d'aller ailleurs. Donc il faut qu'ils préservent avec eux les meilleures relations possibles, peut-être bien les payer, peut-être avec un salaire d'efficience, et voilà, on peut articuler avec ce qui a été vu précédemment, des avantages divers et variés, au-delà de l'avantage monétaire, ciblé du salaire, ce qu'on appelle des fois le package de rémunération avec les comités d'entreprise, des facilités, une ambiance, voilà, qui peuvent être bonnes ou exécrables, voilà, auquel cas les agents s'en vont parfois. Et donc finalement, en ne baissant pas les salaires lorsqu'il y a des situations de crise, eh bien, ils vont s'attacher les insiders et en plus ne pas avoir à leur courir après et avoir le risque de recruter un outsider avec les problèmes que ça pourrait poser. Alors, voilà, donc il a intérêt à embaucher le moins possible d'outsiders, je viens de vous le dire, et donc il les laisse un peu au chômage, à l'écart. Et ce chômage, on va le voir, risque peut-être de durer en plus. Et donc cette situation, si on la généralise à un niveau global, macro, eh bien donc elle peut expliquer le problème du chômage. Et donc il y a à ce moment-là une explication rationnelle et microéconomique à la rigidité des salaires et au chômage. Il y a eu des fondements micro à la macroéconomie et le fait que, comme les keynésiens le disent, il y a un équilibre de sous-emploi et un chômage involontaire, eh bien ça repose sur la rigidité des salaires à la baisse expliquée par cette asymétrie de position. Il y a donc des fondements comportementaux, microéconomiques et rationnels à un phénomène global et macro analysé par les keynésiens. Et donc, vous voyez que les nouveaux keynésiens essaient de lutter, de réfuter pied à pied et d'enrichir leur analyse face aux critiques des néoclassiques. Et à ce moment-là, bien, on va avoir pour le dire autrement, les insiders qui vont bénéficier d'une faible vulnérabilité au chômage, tandis que les outsiders vont souffrir d'une faible employabilité. Et donc, on peut rappeler que la vulnérabilité, c'est pour un actif occupé la probabilité ou le risque de perdre son emploi, voilà, d'être licencié, et inversement, l'employabilité, ça exprime pour un actif non occupé, c'est-à-dire un chômeur, la probabilité ou la chance de retrouver un emploi, d'être embauché. Voilà. Donc, voilà, cette asymétrie de position est plus rapide à exposer dans ces attendus que la symétrie d'information au paragraphe précédent, vous donne une autre base d'explication du chômage reposant donc sur la symétrie, cette fois-ci de position. Et alors, ceci peut être rapproché de ce qu'on appelle, ça vient compléter, je crois, c'est l'occasion, ça vient compléter, et ça s'appelle l'effet d'hystérèse. Voilà, on parle d'hystérèse ou d'hystérésis. Alors, c'est deux auteurs qui développent ça à peu près à la même époque, de leur côté. Donc, Olivier Blanchard, lui qui est
donc professeur au MIT, qui a été conseiller économiste en chef au FMI, voilà, qui est un Français expatrié aux États-Unis, donc à Boston, hein. Et Larry Summers, qui est un économiste aussi important et qui a été dans le brain trust de présidents américains plutôt démocrates. Donc Summers, je crois qu'il était le chef du brain trust Obama, alors le premier, deuxième ou les deux mandats, je me souviens plus. Et je pense qu'il il tourne autour, même s'il y a un rajeunissement, mais il est un petit peu présent autour de l'équipe Biden aussi, voilà, hein, voilà. Donc, ce sont des auteurs qui développent des analyses un petit peu qui vont bien avec le modèle insider-outsider. Et donc, c'est un thème, l'effet d'hystérèse, qui est emprunté plutôt à la physique et qui nous dit que lorsque un choc a provoqué certains effets, eh bien, parfois, les effets demeurent alors que le choc a disparu. En d'autres termes, c'est lorsqu'il y a une permanence des conséquences alors que la cause n'existe plus. Vous gardez les conséquences alors que la cause n'est plus là. On dira qu'il y a un effet d'hystérèse. Voilà. Et donc, en matière d'emploi, eh bien, cela se manifeste de la façon suivante. Si vous supposez qu'il y a un choc négatif de demande, une crise expliquée par un choc négatif de demande, donc une demande globale qui baisse, une récession par exemple, eh bien les entreprises vont avoir tendance à réduire l'effectif de leur personnel, donc un ajustement plutôt par les quantités, on a parlé, plus que par les prix qui sont rigides à la baisse, et certains travailleurs vont se retrouver au chômage. Et du coup, surtout si ce chômage dure, ils vont perdre une partie de leurs connaissances, de leur formation, de leurs informations, leur productivité va baisser, plus ou moins toujours, bien sûr, c'est forcément tout qui s'effondre. Et comme dit l'économiste, mais c'est pas uniquement un mot pour un peu hypocrite, on va dire, pour résumer tout ça, que leur employabilité, qu'on a déjà rencontré, diminue. Voyez, pour ces différentes raisons. Et lorsque la récession se termine et qu'on arrive en situation de reprise, que la demande globale de produits augmente à nouveau et que le choc se résorbe, eh bien on constate que le chômage, lui, ne se résorbe pas intégralement. Alors qu'on pensait que bon, ça va mal, on a du chômage et ça va mieux, les entreprises vont reprendre des gens, ça va repartir. Eh bien ça va repartir même assez fort. On va avoir une tendance à ce que le chômage ne se résorbe pas intégralement, il ne va pas revenir à son niveau initial. Donc on dira qu'il y a un effet d'hystérèse, puisque la conséquence perdure ou en partie, alors que la cause, le choc de demande, la récession, a disparu. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les entreprises ne sont pas motivées à réembaucher les chômeurs, parce qu'elles pensent, au moins pour certaines, que leur passage par le chômage leur a fait perdre en productivité, en employabilité. Et donc, le risque, c'est que les outsiders, si on reprend le mot temporaire, ces chômeurs conjoncturels, risquent de devenir des outsiders quasi permanents ou des chômeurs de longue durée, si on peut le dire ainsi. Et donc, même si la conjoncture s'améliore, il peut y avoir une partie du chômage qui demeure et donc un effet d'hystérèse. Et donc, cette analyse est assez intéressante parce que finalement, vous vous souvenez, on avait distingué le chômage conjoncturel, le chômage classique, frictionnel, voilà, on avait fait cette partition là, à la fin de la séance dernière. Et donc ici, on voit que on peut avoir une explication du phénomène du chômage de longue durée, c'est-à-dire qu'un chômeur, s'il est trop longtemps au chômage, eh bien son employabilité peut se dégrader plus ou moins fortement, ça dépend de l'activité. Enfin, si vous êtes fiscaliste et que vous vous retrouvez au chômage, la fiscalité, ça change sans arrêt, surtout en France, les règles ne sont pas très stables, et donc à ce moment-là, un employeur qui vous êtes au chômage un an et demi, et l'employeur, si vous retrouve, il se dit, mais est-ce qu'il a ses connaissances à jour en fiscalité, et est-ce que je ferais mieux, pas mieux, de prendre quelqu'un qui a été moins longtemps au chômage, ou un jeune qui sort avec un Master 2 de droit fiscal, qui va peut-être être plus pointu, et donc mon chômeur déjà à un an, je ne sais pas combien j'ai dit et demi, risque de rester 2 ans et demi, et donc son employabilité se dégradant, et donc devenant un outsider
outsiders de plus en plus et voyant s'échapper la possibilité de revenir sur le segment du CDI et d'avoir simplement de retrouver un job, quoi, hein. Et donc à ce moment-là, vous voyez que ce chômeur donc conjoncturel, si on emploie cette expression-là, lié à un à-coup de la conjoncture, eh bien parce que son employabilité pourrait se réduire s'il restait longtemps au chômage, eh bien notre chômeur conjoncturel pourrait alimenter un chômage qui serait plus structurel, hein, pour employer les catégories. Et donc, souvent, une préconisation, d'ailleurs, de ce courant d'analyse, c'est de dire, au nom de ce phénomène, il faut absolument que les gens restent le moins longtemps possible au chômage, et donc, d'une façon ou d'une autre, il faut les raccrocher à l'emploi. Alors, on pourrait dire, ils enfoncent des portes ouvertes. Pour pas qu'il y ait de chômeurs, il faut que faire disparaître le chômage. Mais en fait, c'est pas ça. Ils disent, il faut, même si la reprise en termes d'emploi classique n'est pas là, il faut essayer que les gens déjà tombent le moins possible au chômage, donc gestion préventive de l'emploi, de la formation pour toujours maintenir en formation continue les gens flexibles, mais au bon sens du terme, vous voyez, pas flexible à la baisse du salaire, flexible sur la formation, les compétences, pour qu'ils soient toujours prêts lorsque le changement arrive, à la limite, c'est l'idéal. Hein, il y a des pays qui arrivent à le développer, plutôt les pays toujours, ces fameux pays nordiques là qui nous agacent. Alors ils sont pas parfaits sur tout, mais c'est des inconvénients. Mais enfin voilà, souvent sur ces questions-là, ils sont pas trop mauvais, ou en tout cas meilleurs que nous. Et donc, il faut essayer déjà d'éviter qu'ils tombent outside, puisque le risque, c'est la perte d'employabilité. Et si les gens tombent sur le segment outside, il faut à tout prix des dispositifs qui les raccrochent d'une façon ou d'une autre au monde du travail, les envoyer en formation, mais des formations efficaces, quoi, pas des formations parking, et des formations délivrées en partie au moins par des professionnels, reconnus par le monde professionnel, et voilà, pour être accroché d'une façon ou d'une autre à ce monde professionnel et rester employable. Sinon, un chômage conjoncturel pourrait alimenter un chômage structurel et qui est très très difficile à régler, quoi, puisque voilà, c'est des problèmes de plus en plus lourds qui se posent, quoi. Voilà, donc en conclusion sur les apports de cette nouvelle économie keynésienne, longue séance là aujourd'hui, vous voyez qu'on a un enrichissement de l'analyse keynésienne, de l'équilibre sous-emploi et du chômage involontaire. L'analyse de Keynes s'est renforcée, selon eux, hein, par le fait que elle repose désormais sur des fondements microéconomiques robustes. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher la faiblesse des fondements comportementaux individuels et rationnels. Ils retrouvent, donc ils ne trahissent pas trop Keynes, ils retrouvent le chômage involontaire, l'insuffisance de la demande effective comme cause essentielle, et le fait que depuis les années 80, eh bien, le niveau de l'emploi est devenu la variable d'ajustement essentielle, plus que la rémunération de l'emploi, que le salaire, hein. Et donc ce sont les quantités, les volumes d'emploi qui s'ajustent plus que les prix. Et donc à ce moment-là, hein, en tant que keynésien, eh bien, comme on le disait, le chômage conjoncturel, il faut l'attaquer par des politiques de relance, de soutien de la demande. Et vous voyez que bon, aujourd'hui, avec la crise du Covid, nous sommes tous devenus keynésiens, hein, même les plus inspirés néoclassiques des gouvernements n'ont aucun état d'âme à faire des relances comme on en a rarement vu d'ampleur dans l'histoire, hein. Donc au moins sur ce plan-là, l'affaire est réglée. Alors on verra quand la crise du Covid aura disparu, mais enfin voilà, il faudra avoir un peu de mémoire. Donc là c'est voilà, l'action conjoncturelle pour limiter l'effet des récessions en soutenant la demande effective, et plus en profondeur, donc des politiques structurelles pour à tout prix éviter le gonflement du chômage structurel, voire empêcher qu'il ne se développe et qu'il s'aggrave, et donc par des aides aux chômeurs pour préserver et entretenir leur employabilité, et donc voilà, ils sont assez tenants de politiques, je vous disais, de formation initiale et surtout permanente. Voilà, et donc ces politiques voilà, inspirent nombre de réformes, à côté, et bien toujours des sempiternelles réponses en termes de coûts excessifs, comme s'il y avait, alors je ne sais pas si c'est un cerveau reptilien, mais on a l'impression que l'analyse du chômage a beau avancer, il y a toujours une petite couche du cerveau chez un décideur
qui est ah ben, il faut réduire le salaire ou le coût du travail, du moins, pour résorber le chômage, quoi. Et malgré tous les travaux, les avancées de la science économique et appliquée également, il y a toujours un petit bout de ce discours. Hein, voilà, ça doit être l'équivalent du cerveau reptilien dans la pensée de certains économistes ou moins de certains décideurs. C'est quasi maladif. Voilà. Alors, il faut dire, bon, souvent, quand on a un décideur qui a uniquement fait des études de droit, c'est le seul souvenir qu'il a un peu vague et la seule chose qu'il peut comprendre de l'analyse du chômage. Alors, je ne dis pas que l'économiste va régler les problèmes du chômage, ça se saurait, mais en tout cas, recruter des juristes et des avocats n'est pas forcément le meilleur gage. Ça fait une formation intéressante, ça permet de régler certains problèmes, mais peut-être pas le problème du chômage. Voilà. Donc, voilà pour cette séance, longue séance sur ce courant. Et la fois prochaine, nous verrons un autre courant moderne. Ce sera le dernier qui part sur d'autres pistes encore. Voilà, en essayant de vous montrer comment l'évolution des idées peut agir sur plus ou moins sur des façons de concevoir les choses et donc des politiques. Alors là, ça va être assez décapant. Et donc, ce sera la dernière séance. Et il y aura une dernière séance où on essaiera de synthétiser avec un panorama sur un petit peu les différentes politiques de l'emploi qu'on voit et raccorder avec les filiations. Voilà, donc il va falloir digérer tout ça, hein, parce que ça fait un très gros enregistrement. Mais bon, voilà, ça compensera certaines séances un petit peu plus courtes. Et donc à la semaine prochaine pour la suite de notre feuilleton, l'avant-dernier épisode de cette série.